Bonsoir, bienvenue à tous, merci d'être là. Ce café agitateur consacré à l'agriculture et les communs s'inscrit dans le cycle des cafés agitateurs qui préfigure le festival agitateur qui aura lieu le 1er juillet à Poucharamé. Cette année, le festival agitateur investit le thème des communs. Qu'est-ce qu'un commun? L'idée, c'est on a une ressource dont va se saisir une communauté qui va éditer des règles de gestion collective à cette ressource. Et c'est cette gouvernance collective dans l'idée de préserver la ressource et d'en assurer l'égal accès au sein du groupe qui va faire le commun. Et le commun s'accompagne d'un corpus de valeurs qui est au sein du groupe, la communication, la confiance. Et c'est ça qu'on cherche à explorer cette année à Agitateur. Et ce soir, nous avons invité 3 acteurs du territoire qui vont nous présenter leur démarche. Merci à vous d'être venus ce soir. Et je vous laisse vous présenter et nous dire qu'est-ce que vous faites, quelle est votre action. Bonsoir à tous. D'abord, je pense que c'est quand même bien de faire une présentation des acteurs avant que je passe à la présentation du magnifique mot que vous avez entre guillemets, qui est la joual. Donc moi, c'est Florent, qui suis un spectateur très attentif de cette expérience. Michel, coprésident de l'association 3PA, donc, qui organise ça ce soir, et jardinier et très intéressé par l'agriculture, donc voilà, je représente un peu 3PA aussi. Donc Christophe, maraîcher et membre de la Joual. Bertrand, boulanger et futur paysan boulanger. Bonsoir, Jean-François, maraîcher récemment installé. Donc pour présenter l'expérience Joual que vous avez ici, je vais présenter le dernier acteur qui nous a fait passer un petit message et cette présentation est très introductive au sujet. Donc où il nous dit que la joie demeure. C'était il y a 2 ans et demi, j'avais un champ dont je ne faisais pas grand chose, c'était un peu triste. On m'a dit qu'on pouvait y faire une joual. Qu'est-ce qu'une joual? Et on m'a expliqué, ça m'a intéressé. On va aussi vous expliquer de quoi il s'agit. On m'a parlé d'une expérience de travail en commun, selon des règles à convenir dans ce bout de terre que je pouvais mettre à disposition. Je ne savais pas non plus ce qu'étaient les communs, mais on m'a expliqué, j'ai eu envie de la joie et envie du commun. Je savais parce que je les ai un peu connus dans un monde aujourd'hui disparu, les difficultés et le plaisir, les lourdeurs et l'efficacité, les déceptions et la joie du travail en commun. Je les ai retrouvés. Et je continue. Dans la joie, je fais le pari du plaisir, de l'efficacité, de la joie surtout, même si c'est la plus fragile. Un pari sur moi-même, sur mes coéquipiers, le pari que la joie demeure. Donc c'est Arnaud de Mélis, qui est de Poucharamé, et qui a mis à disposition, donc, comme il le dit, le terrain pour faire cette expérimentation de joie. Alors, voilà l'équipe. Donc vous avez une version plus détaillée de l'équipe qu'ici. Alors, un petit historique des jouals. Donc, qu'est-ce qu'une joual? Dès l'Antiquité, c'est un système en hautain, donc sur différentes hauteurs, je suppose, parce que c'est toi qui l'as repris. La vigne est mariée à un arbre qui sert de tuteur. Donc, avant, ils ne mettaient pas des piquets, ils mettaient des arbres pour mettre la vigne, faire courir la vigne dessus. D'un point de vue plus étymologique, Iugare vineam, attacher la vigne, qui a donné Iugare. Le mot joue aussi, qui est devenu jouau, joual, jouel, jouala en occitan, pour arriver au mot joual qui est utilisé aujourd'hui et surtout en fait au siècle dernier, puisque dans le dictionnaire actuel on ne trouve plus joual. Je l'ai cherché aujourd'hui et on le retrouve que sur des vieux dictionnaires. Donc c'est une pratique courante au XIVe et XVIIIe siècle, comme je vous voyais écrit aussi, qui est d'associer des arbres donc, et de la vigne, ça ce principe n'a pas changé, avec des cultures intercalaires au milieu. Donc sur la photo en haut à droite, on voit surtout donc, les arbres avec la vigne,
Et sur la photo en bas à droite, on voit qu'on peut combiner un peu plus ce système, puisque là, il y a des oliviers qui font une première strate élevée, des vignes en dessous, et donc les cultures intercalaires qui, il me semble, avant étaient basées, enfin la largeur était basée sur le passage des attelages avec des bœufs. Donc je suppose que c'était déjà arbitraire, peut-être, avec 2 ou 3 passages d'attelage. Et je me suis noté aussi une définition que j'ai trouvée sur le TLFI, le Trésor de la langue française informatisé, un dictionnaire. Et j'ai trouvé ça sur plusieurs dictionnaires. C'était plutôt donc vigne plantée de façon à laisser entre des rangées de cèpes une bande de terrain destinée à d'autres cultures. Et j'ai trouvé ça sur un autre dictionnaire aussi de 1929 qui est chez mes parents. Donc, ce qui m'a un peu étonné, c'est vraiment sans doute certainement sur le sud-ouest qu'il y a eu plus d'arbres. Corrige si jamais je dis des âneries, mais dans le sud-ouest qu'il y a eu des arbres fruitiers qui ont été mis dans ces zones-là, notamment les Jouales dans le Lot, c'était des abricotiers, en Gironde des cerisiers, dans le Périgord des pruniers. Mais ce système a un peu disparu au XIXe siècle, et au XXe aussi allègrement évidemment, puisque les modèles ont été plus spécialisés et mécanisés, puisque comme on le sait à peu près tous, tout ce qui était... qui gêne le passage d'un tracteur a été ratiboisé dans le siècle dernier. Mais on redécouvre un peu ce système par l'agroforesterie actuellement, qui redécouvre finalement l'importance de la biodiversité dans les systèmes culturaux, donc avec des cultures étagées pour maximiser la captation du soleil, avec les différentes strates, donc qui peuvent toutes vivre en parallèle, et donc maximiser la captation du soleil et la génération de biomasse et la biodiversité, bien évidemment, qui est très importante, comme on le redécouvre. Donc là, ça va être surprise. Hop, c'est pour vous. Bonjour, Cécile Brissier. Donc moi, je suis maraîchère à la Gardelle-sur-Lèze en installation cette année, et je fais partie de l'association Maraîchage Sol Vivant, qui est une association nationale, et puis un groupe local en sud-ouest dont on fait partie. Moi, je m'appelle Laurent. Je suis maraîcher aussi, installé depuis un paquet d'années maintenant. Et je suis membre de Maraîchage Sol Vivant aussi, depuis le début, en 2012. Donc on va présenter rapidement un peu le réseau Maraîchage Sol Vivant. Donc c'est une association qui s'est créée ici dans le sud-ouest en 2012. De façon d'abord informelle, une rencontre entre des producteurs et des jardiniers, dont Laurent parlera tout à l'heure. Et puis moi je vais plutôt exposer, on va dire, le projet associatif. Donc c'est d'abord une histoire de rencontre entre des maraîchers qui sont des paysans chercheurs, c'est-à-dire que par nos pratiques, on est amené à faire évoluer nos systèmes et à être toujours en recherche. Et l'idée, c'est de mettre en commun les expérimentations et les recherches autour aujourd'hui de plusieurs axes. Et on s'est appelé plusieurs axes qui sont liés au vivant, à l'agriculture du vivant. Et on s'est appelé, le nom maraîchage sur sol vivant, parce qu'on nous demande très souvent pourquoi on a ce nom et ce qu'on se définit par rapport à d'autres qui auraient des sols morts. C'est plutôt un but et un processus de recherche qui est toujours en cours. Et c'est important que dans ce réseau, en tout cas, la diversité des approches, des recherches, des sensibilités puisse être mise en avant. Donc c'est vraiment pour nous important que ce ne soit pas dogmatique, donc on ne s'est pas déterminé par rapport par exemple à un label agriculture biologique ou autre, quand bien même on soit 99% en agriculture biologique, mais vraiment autour de la notion du vivant. Après, c'est aussi donc une initiative qui est née dans l'idée de rassembler d'abord des maraîchers, puisqu'on était maraîchers, autour de nos pratiques, de se questionner par rapport à l'agriculture aujourd'hui et l'avenir de l'agriculture, et de permettre de se penser dans des alternatives, et surtout pour des personnes qui s'installent ou qui sont nouvellement installées, de pouvoir aussi, sur des sols qui sont parfois fatigués, pouvoir régénérer des sols et du coup pouvoir cultiver, donc c'est important.
Après, cette notion-là, dans le sud-ouest, elle est, on va dire, élargie même à une notion plus sociétale. C'est se repenser en tant que paysan aujourd'hui, se repenser en tant que citoyen dans une société en mouvement qui ne va pas forcément vers un appui à la paysannerie. Et donc, ça fait partie des axes de réflexion qu'on a. Et un des points forts qui, je pense, identifie le réseau, c'est qu'on a pris pour partie que toutes les connaissances soient toujours mises à disposition de tous. Donc clairement, là, Internet a été un vrai outil pour permettre cela, soit avec donc, le site Internet, une chaîne YouTube et à chaque fois, on a filmé toutes les formations qu'on a faites et on les a mises à disposition de tous sans restriction. Donc ça, c'est un peu les points importants. Une des choses, les trois, bon, ça c'est un peu ce que j'ai raconté, donc, les trois activités ou axes principaux du réseau maraîchage survivant, donc c'est l'expérimentation. Donc tous les maraîchers et paysans qui font partie du réseau, en général, font des essais chez eux et puis repartagent les résultats, les échecs, les réussites, etc. Et essayent surtout d'analyser les pourquoi du comment pour permettre aux autres de pouvoir justement améliorer leur système. Un des points qui est sans doute le plus important, c'est se rencontrer. C'est que pour partager, au-delà d'Internet, qui est un outil, c'est vraiment de se rencontrer. Donc, de façon annuelle, le réseau national organise des rencontres. Et puis, de façon plus régulière, les réseaux locaux organisent des événements autour desquels il peut y avoir des choses très concrètes comme un chantier participatif ou des choses plus réflexives comme des conférences. Et puis il y a une partie qui est formée, accompagnée, en partie parce que beaucoup de personnes qui aujourd'hui se reconvertissent s'intéressent à cette démarche qui peut comprendre donc, le non-travail de sol et en tout cas la démarche d'approcher le vivant un peu plus peut-être fortement que ce qui pourrait être donné dans une formation agricole dans les lycées et autres. Et donc, on est amené à organiser des formations ou à participer à des formations données par d'autres organismes comme les groupements agriculture biologique, etc. Là, c'était un peu le fonctionnement. Donc, il y a une association nationale et puis des groupes locaux. L'important, c'est que chacun puisse s'exprimer. Donc, les groupes locaux, même s'ils sont sous le même chapeau que l'association nationale, chacun développe, on va dire, des choses qui leur sont plus propres. Et ça permet d'enrichir vraiment collectivement le réseau national. Après, il y a des thématiques de travail qui vont être plutôt transversales, donc aux groupes régionaux. L'association, officiellement, elle a été créée en 2015. Et aujourd'hui, il y a un CA de 10 personnes qui gèrent collégialement l'association. Donc, après, ça, c'était plutôt le fonctionnement. Et voilà. Et peut-être juste vous dire un peu donc, les activités de l'association. Au niveau national, donc ça, ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a l'organisation des rencontres annuelles, des formations, des interventions, la partie vraiment coordination et mise en réseau. Et plus précisément, puisque là, l'idée de cette thématique agriculture et commun était aussi liée au territoire. Et donc pour le territoire sud-ouest qu'on représente aujourd'hui, et principalement la Haute-Garonne, puisqu'on est un des groupes qui est assez actif. C'est un peu les choses qu'on fait de façon régulière, des rencontres nationales. Donc cette année, elles auront lieu à nouveau en Sud-Ouest en 2018 au mois d'août. Des rencontres locales, des chantiers participatifs, une pépinière collective, un groupement d'achat d'engrais verts, la participation à des projets comme l'autoconstruction d'outils et puis des visites de ferme, des formations, etc.
bonsoir. Je m'appelle Michel et je fais partie de l'association Pétaniel qui est située sur le Tarn et la Haute-Garonne. Elle est issue du Tarn quand même, mais maintenant il y a beaucoup de gens dans la Haute-Garonne. Alors on l'appelle Maison des semences paysannes et elle a pour objectif, si vous voulez, de conserver et de développer la biodiversité cultivée et c'est surtout autour des céréales à paille. Et les céréales, c'est du blé, de l'orge, un peu d'avoine aussi, et ce sont des variétés paysannes, c'est des variétés de population, c'est pas les variétés commerciales d'aujourd'hui, bien entendu. Alors il y a vraiment deux rôles complémentaires, celui de la conservation, celui du développement. La conservation, c'est plutôt les jardiniers qui s'en occupent, alors que le développement et la mise en culture, vraiment, bien sûr, c'est les paysans. On a actuellement à peu près 180 jardiniers qui participent à cette aventure, et environ une trentaine de paysans. Alors, c'est une maison de semences, c'est assurément un commun, il y a une ressource, c'est la semence, et il y a un mode d'organisation qui est un petit peu compliqué, surtout pour les jardiniers, parce que les jardiniers, par définition, ils sont très éclatés, et on leur demande de cultiver eux-mêmes des choses, et après, quand on se rassemble pour faire un battage collectif, ça demande vraiment une grosse organisation, puis il y a une petite charte un peu morale pour les jardiniers, et une charte, carrément une convention pour les paysans qui reçoivent de Pétaniel de la semence pour cultiver à peu près un demi-hectare et qui sont tenus d'en restituer autant à Pétaniel et autant à un autre paysan qu'ils essayent de mettre dans le coup. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche. Alors, j'ai juste une petite chose à vous montrer. Voilà ce qu'on donne. S'il y a des paysans dans la salle, ça va les faire sourire. Voilà ce qu'on donne aux jardiniers. C'est un petit sachet de 12 grammes, il y en a qui en ont pris, François, et puis même Florent, je crois que plusieurs ici en ont pris. Et c'est à eux de le mener, bien sûr, parce qu'on ne va pas mobiliser du monde et de la mécanique pour battre ça ou pour le faucher. Et c'est sur à peu près 1 mètre carré. Là, il y a 2 mètres carrés. C'est un très beau blé qui s'appelle Pétaniel Noir de Zik, je crois, comme ça du Poulard d'Auvergne, je ne sais pas exactement. Ça, c'est un des rôles des jardiniers, c'est de faire cultiver dans leur jardin ce mètre carré. Mais après, vous allez voir qu'il y a d'autres rôles aussi. Alors ça, c'est juste un petit engagement des jardiniers, parce que si vous voulez, ils s'engagent à cultiver ça correctement. Il y a un certain nombre de règles qu'on leur donne, on leur donne des conseils aussi. C'est pas très compliqué de cultiver du blé. Et ils s'engagent aussi à aider, parce que je vais vous parler d'une collection maintenant. Ils s'engagent aussi à aider pour la collection qui est semée. Parce qu'actuellement, nous avons, je crois, 85 ou 86 variétés de blé et d'orge, et 2 ou 3 d'avoine. Et c'est quand même un certain travail à faire fonctionner tout ça. Ah oui, d'accord, oui. Il répond pas vite, alors... Je vais y arriver. Il faut laisser le temps. Alors, si vous voulez, chaque jardinier cultive son mètre carré, il se débrouille. Mais tout au long de l'année, on lui dit, à ce moment-là, il y a ça, il y a les pigeons à ne pas louper, parce que c'est quand même un beau spectacle. Il faut protéger les oiseaux, parce que dans un jardin où il y a 1 mètre carré de blé qui fait 1,50 m de haut, les moineaux, ils leur perdent vite, et si on ne fait pas attention, en 20 minutes, au moment où c'est mûr, il n'y a plus rien. Donc, on donne des recommandations, et à la fin de l'année, ça se passe en septembre, on fait le battage. Le battage est collectif, et imaginez qu'il y a... On est souvent 60-80 personnes qui reviennent avec des gerbes d'une trentaine de variétés différentes. Ça demande beaucoup d'organisation pour ne pas les mélanger, sachant qu'à la fin de la séance, les gens repartent avec leur sachet de l'année suivante. Alors ça, c'est on commence par vérifier que ce qui est marqué sur les gerbes, c'est bien ce qu'on a marqué sur nos papiers. On fait de la vérification. Ah oui, j'en ai passé 2 d'un coup, ça fait rien. Et voilà comment on se débrouille en étant des grandes bâches. Et on met des étiquettes par variété et on regroupe. Les jardiniers cultivent une variété, mais il y a plusieurs jardiniers qui cultivent la même variété. Donc on regroupe par variété, puis on bat après tout ça. Voilà. Alors ça c'est une machine un peu grosse pour les gerbes entières, mais au fond on ne voit pas, mais il y a une petite batteuse à épis qui sert à battre les quelques épis, parce que pour la conservation on n'a pas besoin de beaucoup. On prélève à peu près une centaine d'épis, c'est tout. On n'a pas besoin de plus. Voilà, ça c'est pour les plus grosses gerbes. Voilà. Ah oui, alors ça c'est un... J'ai du mal, Voilà.
Ça, c'est le poste d'ensachage, parce qu'une fois qu'on a battu, ben, il faut ensacher. Alors ça, c'est assez compliqué aussi. Il y a à peu près 10 tâches différentes sur le poste d'ensachage. Je n'insiste pas trop. Hein. Voilà. Et pour vous donner une petite idée, tout ce que je vous ai raconté, en gros, c'est ça, quoi. Hein. Mais ça marche comme ça, effectivement. On n'a pas trouvé ça du premier coup, hein, vous imaginez, mais au bout de quelques années, on est capable de formaliser ça, et en l'espace de 2 heures, on arrive à tout clore, sachant qu'on a quand même beaucoup de travail à faire. Hein. Alors, le poste, vous voyez, au milieu, on voit les bâches, là. En haut à droite, bah, c'est les jardiniers qui viennent avec leurs gerbes, on les accueille, on vérifie. Après, on envoie sur les bâches, il y a des gens qui répartissent par variété. Après, on envoie sur les batteuses. Et après, on passe à l'ensachage, tout ça qui fonctionne plutôt bien. Alors ça, bon, après, très important, on mange et on boit. Hein. Et aussi important, on papote. Ça fait partie des rites quand même. On dit des choses intéressantes parfois aussi. Hein, voilà. Alors ça c'est le deuxième rôle des jardiniers, c'est-à-dire que la collection, en tout, elle fait 85 variétés, comme je vous le disais, mais on en met à un endroit, on en met une 50aine. Parce que ça, c'est très intéressant pour tout le monde de voir la diversité de tous ces blés-là. Et là, bah, c'est le moment où on est en train de mettre en place la collection. On tire des ficelles, des poteaux, et on va faire des parcelles d'1 mètre carré là aussi. Ah bah oui, mais c'est ça, il en passe 3 d'un coup. Alors, voilà. Alors ça c'est voilà, ça c'est donc la première. Après, comme on l'a fait sur Toulouse, dans les jardins près de Toulouse, là, il y a plein de pigeons, des chats, des chiens, et donc on a couvert de filets parce qu'on avait peur de rien trouver. Mais ça c'est un détail. Après ça, régulièrement dans l'année, on fait appel aux jardiniers pour venir nous aider parce qu'il faut l'entretenir cette collection. Et donc ça c'est le premier désherbage. Et d'ailleurs cette année, le premier désherbage c'est demain. Hein, s'il y en a qui veulent se lever tôt, vous pouvez toujours nous rejoindre. Voilà. Alors ça c'est au début, et ça c'est une fois que ça a été désherbé, ben, on reconnaît un peu on voit que ça a été fait à peu près proprement. Quoi. Ça se fait au mois de février-mars, hein, c'est ce qu'on fait demain. Ça c'est quelques mois plus tard, il faut continuer à désherber, et enfin quelques mois plus tard, ben, c'est la visite de la collection. Avec voilà. Alors je vous montre d'autres photos aussi. De visite, ça c'est la collection, c'était 1 ou 2 années avant. Oui, en enfilade, vous avez les 50 variétés là, et on passe, bien sûr, on passe du temps. Voilà, ça, mais c'est la journée un peu cool. Celle du battage, c'est beaucoup de travail, mais ça ça se passe, c'est simplement une visite, quoi. Mais même après la visite, alors ça c'est encore un autre endroit. On est dans les blés. Hein. Ça, c'est de l'orge étoilée, hein, vous voyez, comme c'est vraiment très joli. Et on mange. Et, bien sûr, on tire des plantes sur la comète. Voilà. Et ça, c'est un autre enregistrement, et j'ai un peu la tristesse de le dire, là, c'est que la personne qui est à gauche, là, vient de nous quitter. C'était notre trésorier, quelqu'un de vraiment très très bien. Et il est décédé il y a 15 jours. Voilà, moi c'est ça que j'avais à montrer, sachant qu'on est toujours à la recherche de jardiniers. Pour les paysans, alors il y a toute une convention, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, c'est plus compliqué à gérer avec les paysans, parce que ça leur fait du travail en plus, quoi. On leur demande de cultiver en pur une variété, c'est du travail en plus, il faut le battre à part, il y a un protocole de battage aussi pour pas qu'ils le mélangent, tout ça, ça fait du travail en plus, sachant que les paysans ont déjà pas mal sur le dos. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on essaye, quand il y a une variété particulière qui plaît à des paysans, qui voudraient la développer, on passe par un processus de prémultiplication. Ça veut dire que cette variété, on la donne à une trentaine de jardiniers, et ils font un premier stock, on arrive à 3, 4, 5 kilos comme ça, et qu'on peut donner, on fait gagner une année, disons, aux paysans, puis après ils la développent par eux-mêmes. Bon, tout ça c'est quand même, en gros, pour faire du pain, mais il y a d'autres associations où ils font des pâtes, nous on n'en fait pas chez nous, mais on pourrait très bien en faire. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. Vous êtes tous impliqués dans des projets très ambitieux. Finalement, à
à l'origine de ces projets. Quel est le constat qui vous a motivé à construire ce groupe, ce réseau, cette association ? Alors, à l'origine du projet de la Joëlle, donc il y a vraiment deux aspects qui étaient indissociables, deux constats. Le premier, c'était sur le modèle agronomique qui est utilisé largement aujourd'hui, sur les techniques agricoles, et l'autre, c'était l'aspect organisationnel, l'aspect humain. Donc le premier, c'est sur le constat du modèle agronomique, qui est sur un modèle de monoculture, un modèle simpliste, productiviste. On est face à une multiplication de maladies, de ravageurs et autres, parce qu'on est à l'inverse du fonctionnement du vivant qui, lui, fonctionne sur un mode complexe. Plus on a de vie, plus on a de complexité dans le milieu, à la fois en termes d'espèces végétales, mais aussi en termes d'insectes, en termes d'animaux, etc. Plus on va vers un modèle productiviste, plus on supprime en fait tous ces éléments vivants. Donc le premier aspect, c'était essayer de remettre de la vie dans une vieille prairie qui était un peu laissée à l'abandon, et dans lequel il n'y avait plus énormément d'aspects vivants, et essayer à la fois de produire de l'aliment, de manière générale, tout en remettant de la vie, de la complexité dans le milieu. L'autre aspect, purement organisationnel, c'était plus on a de vie, plus on veut mettre de la vie dans le milieu, plus on veut faire des productions différentes, plus ça demande des compétences différentes. Donc, que ce soit sur les légumes pour le maraîcher, les fruits pour l'arboriculteur, les animaux pour l'éleveur, les céréales, etc. Plus ça demande de compétences. Et au bout d'un moment, est-ce qu'on est capable, seul, de faire face à toutes ces compétences? Est-ce que c'est pas plutôt intéressant de se mettre à plusieurs et de pouvoir justement partager ces compétences, ces expériences, etc. et de continuer d'apprendre ensemble? Alors le côté ensemble, c'est aussi comment réapprendre à travailler ensemble, puisque ça fait plusieurs décennies qu'on nous pousse à nous installer, agriculteurs, un peu seul dans son coin, etc. Donc à se retrouver seul au bout de son champ. Et donc là, c'est prendre le fonctionnement complètement inverse, au contraire, être de plus en plus nombreux à travailler ensemble. Et donc ça demande une nouvelle organisation pour apprendre cela. Et c'est aussi la curiosité d'expérimenter des choses complètement différentes, de faire rencontrer des professionnels et des jeunes, d'où la présence de 3PA dans le groupement de la Joëlle. Donc 3PA accueille aujourd'hui des jeunes qui sont hors cadre, hors cadre scolaire, hors cadre emploi, etc., qui se demandent quel pourrait être leur avenir. Donc ils font découvrir différents métiers, dont le métier de l'agriculture. Et c'était l'occasion de les accueillir sur la Joëlle. Donc hier, on a fait un chantier où on a entretenu des haies, on a semé du petit pois pour faire du pois cassé, on a mis en place des bâches d'occultation. Voilà, donc il y avait 6 jeunes qui étaient là hier, justement, et ça a permis de se rencontrer et de discuter justement de différentes techniques, de comment travailler, etc., quoi. Donc dans le projet Joëlle, il y a vraiment ces deux aspects-là qui sont à l'origine. À la fois un modèle agricole qui est à bout de souffle, qui a montré ses limites, et comment est-ce qu'on pourrait recréer quelque chose d'un peu différent, de plus complexe. Et plus ça va être complexe, plus ça va être difficile à gérer, donc seul on n'y arrivera pas. Donc il faut imaginer de nouveaux modes organisationnels pour faire face à ça. Voilà, donc le problème, ce sont des belles paroles, mais comment on fait? Alors, il y a plein d'idées, mais si on n'essaye pas, on ne pourra jamais vraiment voir, on ne pourra jamais expérimenter. On peut avoir plein de théories, plein d'idées, mais c'est vraiment en se libérant de tout ce de tout ce modèle qu'on apprend à l'école, et en essayant de réapprendre de nos propres expériences qu'on peut se remettre petit à petit à essayer de créer quelque chose.
Et donc c'est voilà, ce qu'on a mis là, hein, créer de la diversité, de l'interdépendance à la fois dans le milieu, on va dire, du système, de l'interdépendance entre les arbres, les plantes vivaces, les légumes annuels ou bien même des céréales annuelles, mais aussi de l'interdépendance entre les personnes qui font partie du groupe. Voilà. Donc la Joual, c'est avant tout une expérience pour essayer de découvrir comment passer d'un modèle à l'autre, sachant que le modèle de demain, il n'est pas défini, il n'existe pas vraiment encore. On essaye, voilà. Et si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. Voilà un peu ce qui était à l'origine du projet. Du coup, pour ce qui est du maraîchage sol vivant, en fait, c'est parti de plusieurs personnes au départ qui ne se connaissaient pas encore, mais qui étaient dans la même démarche. Donc j'en faisais partie de ces personnes-là. Vers 2011, j'avais enfin réussi à mettre en place un jardin. Moi, je suis maraîcher, donc j'avais réussi à mettre un maraîchage en place sans travailler du sol. Et j'y ai travaillé pendant un paquet d'années. J'étais pas au point comme maintenant, mais pour moi, c'était vraiment, je touchais du doigt quelque chose que j'avais cherché pendant des années. Et à l'époque, même encore maintenant, c'est pas forcément acquis de faire du maraîchage sans travailler le sol, quoi. Du coup, je me suis dit, forcément, il y en a d'autres qui sont dans la même situation, puisque on est rarement porteur d'une idée tout seul, quoi. On est souvent dans l'air du temps de quelque chose. Donc j'ai essayé de rencontrer des gens qui étaient dans ce cadre-là. Et du coup, en 2011, avec mes réseaux, j'ai fait venir des personnes chez moi, mais en fait, ces personnes-là, elles sont plus venues chercher de la formation elles n'avaient encore rien initié chez elles. Donc je continue à chercher des expériments avec l'agriculture de conservation des sols. J'ai entendu parler d'un dénommé François Mullet en Normandie, et de Caroline Hébert, qui un organisme de formation dans le Gers, Gaia32.com. Et à l'occasion d'une rencontre sur les engrais verts, en fait, on s'est rendu compte que en fait, c'était tourné sur la grande culture, et en fin de journée, on passait à deux avec Stéphanie pour présenter nos systèmes. Donc à côté de systèmes immenses, il y avait des gros tracteurs et tout le reste. Il y avait 300 personnes, je me souviens. Et nous, avec notre arrosoir, notre bâche, je me suis dit, ils vont se barrer, quoi. Ils vont se barrer. Non, ils ne se sont pas barrés, ils sont restés là. Donc on a présenté mon petit PowerPoint avec 2-3 photos. Et en fait, il y avait un vrai enthousiasme. Effectivement, c'était dans l'air du temps, quoi. Donc il y avait quelque chose qui commençait à mûrir, qui était dans l'air du temps. Et du coup, sous cette impulsion, en fait, on a décidé d'organiser une journée à Auch qui serait que sur le maraîchage, pour le coup. Et rebelote, il y a 300 personnes qui sont venues, d'un peu partout de France, ce qui était assez hallucinant, avec juste à peine un peu de diffusion, et avec une grosse demande et une grosse attente. Et donc, en fait, plusieurs personnes ont pris à bras le corps ça, et c'est comme ça, en fait, qu'est né Maraîchage sur Vivant. En 2015, ça a fini par devenir une association. Donc tous les ans, il y a eu une rencontre nationale. À chaque fois, il y a eu le même engouement. Par l'intermédiaire d'Internet, en fait, tout a été diffusé. À chaque fois qu'il y a eu une rencontre, on a pris le souhait, au début juste d'enregistrer, et après en audiovisuel. Et du coup, encore une fois, les vues sur Internet étaient super importantes, alors qu'en fait, on parlait juste de poser une bâche plastique, mettre un peu de matière organique sur le sol et arrêter de travailler le sol. Enfin, c'est pas de la super grande agronomie, quoi. Et néanmoins, ça fonctionnait à balle, quoi. Et toutes les personnes qui étaient à l'initiative avaient vraiment cette idée qu'en fait, il fallait que ça soit en open source, quoi, c'est-à-dire que ça soit accessible à tous et d'une manière gratuite. Et que tout ce qui était produit devait nourrir l'envie de l'autre. Et qu'il y avait un élan de ce qu'on avait réussi à expérimenter, aussi petit ça soit donné à l'autre pour que ça grandisse dans le travail de l'autre et que ça revienne à celui qui l'a fait au départ. Et en fait, c'est un fonctionnement qui marche super bien, puisque dans cette dynamique de mutualisation des connaissances, en fait, pour ma part, en fait, j'ai pu progresser énormément dans mon jardin
au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, uniquement en fait parce que une idée donnée à l'autre nous revient décuplée. C'est un peu comme toi avec le blé. Tu poses un épi, tu récoltes, je sais pas, 12 grains ou 15 grains par épi, et puis il doit y avoir une quinzaine d'épis par pied. Ben là, c'est du même ordre, quoi. On balance une idée, et puis comme on la jette comme ça en pâture à son voisin qui est dans la même dynamique, on est dans la même ère du temps, en fait, ça germe dans sa pensée, et ça nous revient décuplé, mais c'est exponentiel, quoi. Et du coup, après, il suffit juste d'agir, de mettre en route, d'orchestrer chez soi, et là, c'est 2011, on est en 2018, ça fait 7 ans, donc c'est un chiffre magique, 7 ans, quoi. Et du coup, ben j'ai énormément progressé chez moi grâce à ça, quoi. Ou à cause de ça. Voilà. Moi, je voulais juste ajouter, parce que c'était un peu en écho aussi à la Joile, que en tout cas, un des axes qui a initié ce réseau, c'était aussi le constat que aujourd'hui, dans l'agriculture, le sol est de plus en plus vu comme un support, mais plus comme quelque chose de vivant. Et je pense que c'était une des recherches, en partie des maraîchers, au moment où ils se sont rencontrés, et l'engouement qui s'est créé autour de ça, c'était aussi retrouver quelque chose de plus large que simplement des itinéraires techniques très simplifiés, dont parlait un peu Christophe tout à l'heure, de se servir de connaissances agronomiques qui sont connues depuis très longtemps, mais aujourd'hui peut-être de rendre ça beaucoup plus holistique, à rester dans une seule discipline, mais d'élargir à toutes les recherches qui sont faites aujourd'hui. Il y a d'ailleurs, je pense, aujourd'hui avec l'agroforesterie, c'est beaucoup de choses qui existent depuis très longtemps en fait, mais par le productivisme et l'industrialisation de l'agriculture, on est arrivé à des énormes fermes qui simplifient de plus en plus des systèmes et à des déboires, clairement. Aujourd'hui, je pense que les rendements ne sont pas aussi grands que ce qu'ils pourraient l'être sans doute dans un autre système. Par contre, ils permettent malgré tout d'aller vite, d'avoir des gros tracteurs, d'avoir permis de sans doute réduire une part du travail, en tout cas manuel. Et c'est pour la part du Sud-Ouest aussi, une des choses les plus importantes, c'est que les paysans qui sont en maraîchage survivant dans le Sud-Ouest sont souvent des petites structures, sont souvent sur des structures non mécanisées, avec éventuellement de la traction animale, et sont dans une recherche, sont partis sans doute d'une réflexion autour de la société, du sens qu'eux avaient envie de mettre aussi dans leur vie, d'un constat par rapport à l'agriculture et de cette problématique liée en l'occurrence au sol, mais pas que. Et puis ça a donné quelque chose qui va aujourd'hui jusqu'à l'autoconstruction d'outils, jusqu'à des pépinières collectives, jusqu'à des commandes groupées qui sont faites avec des céréaliers, et c'est bien plus large maintenant que le tout départ, c'est-à-dire la première petite question qui s'était posée, c'était comment justement arriver à une agriculture avec un travail du sol soit qui serait diminué, ou soit du vrai travail du sol, pour revenir vers une agriculture où le vivant serait co-créateur avec le maraîcher, quoi. Donc l'évolution, je pense, entre tout départ qui était sans doute une impulsion plutôt technique, même si de façon sous-jacente il y avait beaucoup d'autres questions, je pense qu'aujourd'hui, au cours des années, elle s'est vraiment étendue, élargie, et tout comme les recherches qui sont faites dans les réseaux, ça va de choses très pointues avec des chercheurs du CIRAD et autres, à des choses très sociétales, et je pense que c'est important, et c'est là où après, dans la question, on va arriver aussi au commun et au commun des connaissances. C'est que c'est en ce sens-là que le réseau maraîchage sur le vivant, même si ce n'était pas fait de façon d'abord réfléchie, ou en tout cas consciente, est rentré clairement dans une réflexion ou dans la part de philosophie des communs, et surtout des communs de la connaissance, quoi. Oui, alors, ça a démarré sur le plan national, pour les mêmes raisons qu'a cité Christophe tout à l'heure. En blé, il y a 7 variétés qui emblavent toutes les surfaces françaises, et en plus, elles sont très semblables les unes aux autres, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de diversité dans les champs. Et donc, il se trouve qu'il y avait quand même des gens qui
avaient un autre modèle en tête et qui avaient gardé des variétés, tout ça. Ils ont décidé, c'est une date qui a été proposée en 2003, et il y avait les rencontres d'Auzeville, ils pensaient se retrouver à quelques-uns, un peu des nostalgiques des variétés paysannes. Et ils se sont retrouvés à 300, et c'était la création du réseau Semences Paysannes, qui est un réseau national et qui maintenant doit comporter entre 80 et 85 organisations, dont Pétaniel est membre. Alors ça, c'est l'histoire de 2003, mais c'est pour des constatations. Après, c'est exactement ce que tu as dit, Christophe, hein, c'est le modèle qui ne marche pas. Et après, comment on s'organise pour faire? Le réseau, il est là pour ça, avec une des tâches principales, qui est la mise en commun, bien entendu, des savoirs et des savoir-faire. Après, sur le plan plus local, ça s'est passé en 2009, et c'est une paysanne boulangère du Tarn, hein, elle n'aime pas qu'on dise ça, mais je le dis quand même, elle a été passionnée, elle avait une quarantaine de variétés, elle faisait tout, hein, son pain, elle faisait la meunerie, enfin, elle cultive le blé, la meunerie, le pain, et en plus de l'élevage. Elle était avec son compagnon, mais enfin, quand même, ça faisait quand même pas mal de choses. Et entretenir en plus une collection de 40 variétés, c'était trop. Elle avait envie de partager sa passion, et puis un petit peu le boulot quand même. Et on a fait une rencontre en 2009 avec celle qui était à l'époque secrétaire du réseau Semences Paysannes. Et on a trouvé un format pratiquement tout de suite. Et ce qui nous a vraiment paru très important, c'est comment impliquer les citoyens là-dedans, c'est-à-dire en gros les jardiniers. Et on a trouvé ce modèle avec les jardiniers qui cultivent 1 mètre carré. Et ça, c'est très important parce que les paysans sont plus assez nombreux. Et en plus des paysans qui font de la semence paysanne, alors là, il y en a encore moins. Ils ne peuvent pas faire pratiquement eux-mêmes la conservation des variétés. Alors que des jardiniers, il y en a plein, en zone périphérique entre autres. Et cultiver sur 1 mètre carré, c'est vraiment, ça fait partie des choses qui sont très faciles à faire. Après, eux, les paysans, ils cultivent sur 2,5 hectares, puis après, leur propre champ, c'est sur des hectares, hein, bien entendu. Et là, on a trouvé un bon compromis en termes d'organisation, et sur le plan sociétal, hein, c'est très important, c'est qu'il y a des relations qui se passent entre les paysans et les jardiniers, et quand on va dans les fermes des paysans, les jardiniers, tout le monde est très content. Dans les fermes, c'est vrai que souvent, il y a plus grand monde, et là, alors c'est une véritable ruche le jour du battage, c'est vrai que ça a quelque chose de très sympathique. Donc, mais l'idée, c'était conserver, développer la biodiversité et monter un système de façon à ce que des citoyens, des jardiniers qui ne sont pas tellement habitués à ce genre de choses puissent participer à la conservation de la diversité. Et finalement, chacun de vos groupes investit la question des communs, soit en créant, soit en s'inspirant de cette philosophie. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu comment vos démarches s'inscrivent dans le schéma des communs, la ressource, la communauté, la gouvernance? Donc, alors les jouals de Poucharamé. Donc, on est 5 acteurs. Alors, on est plus que 5, hein, évidemment, mais dans les 5 acteurs, il y a 3 PA. Donc 3 PA, donc on est combien maintenant? On est 3 acteurs principaux quand même, 3 PA. Donc pourquoi 3 PA? Parce que, donc Christophe l'a expliqué, parce que c'était une façon de faire œuvrer des jeunes qui viennent se renseigner, qui viennent se former sur des techniques alternatives. Donc il y a Arnaud, donc le propriétaire des lieux, qui vous a fait le petit topo de départ. Il y a donc 2 maraîchers, Christophe et Jean-François, et le boulanger Bertrand. Voilà. Donc, alors, prairie de 5000 m², peut-être même, bon. Et donc propriété du GFA de groupement forestier, foncier agricole, pardon, de Varès. Donc Varès, c'est le domaine d'Arnaud, mis en commodat. Alors, règles d'utilisation. Donc, respect de la mention nature et progrès du label agriculture biologique. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Répartition de la contribution financière de la rétribution à hauteur de 1/5 par acteur.
Pas de valeur marchande dans la contribution humaine. Alors ça, c'est un point important parce que, bon, 3PA, par exemple, s'implique parce que justement, il envoie des jeunes pour venir désherber, semer, etc. Mais bon, on ne met pas de valeur à cette contribution. Pareil pour moi, ou pour Florent, etc. Donc il y a 5 sols. Donc 5 sols, une par acteur, mais en fait, finalement... c'est partagé. Et donc ces sols sont séparés, donc ces planches cultivées sont séparées par un alignement de vignes et d'arbres fruitiers. Alors la gouvernance, donc on a essayé de trouver une gouvernance qui colle. Bon. Donc animation tournante entre les acteurs tous les 6 mois. Alors, c'est-à-dire que l'animation, c'est simplement pour les réunions essentiellement, et pour donc organiser ces réunions et ce qu'on va faire après. Donc, tous les 6 mois, on change de... En principe, c'est un binôme, et on change tous les 6 mois. Une réunion mensuelle tous les premiers mardis du mois, avec repas et convivialité, et bonne bouteille, impeccable, donc ça va aller très bien. Et non, mais c'est vrai, c'est sympa, c'est pas mal. Alors, décision à l'unanimité, donc bon, en général, on n'a pas eu trop de problèmes de ce côté-là. Bon. Une toute douce liste, en français. Donc, c'est quoi? Oui, en fait, c'est un terme anglais, c'est une to-do list. Bon, on a préféré l'appeler comme ça, c'était plus joli. C'est simplement une liste des tâches à faire avec pour chaque tâche un responsable et un délai à respecter. Alors le responsable de la tâche ne veut pas dire que c'est lui qui doit la faire, c'est-à-dire qu'il doit s'assurer qu'elle est réalisée. Et la plupart du temps, tout seul, il ne peut pas la réaliser en réalité. Il est chargé de la mettre en place de son organisation. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, répartition de la responsabilité des cultures, donc un ou deux par acteur et par an. Alors, par exemple, bon, moi je suis plutôt sur les vignes et les arbres fruitiers. Voilà, Bertrand sur le blé, etc. Et en principe, quand on prend en charge un chantier, on le mène jusqu'au bout. Alors c'est un système ouvert avec participation d'extérieur, donc on y fait travailler beaucoup donc des jeunes qui viennent de 3PA. Donc avec ça leur permet de voir ce que c'est une récolte de pommes de terre, par exemple, ou avec l'école. Voilà, il y a ils voient ce que c'est que des travaux agricoles, ils mettent les mains dans la terre, ils mettent les mains par tous les temps, et ça c'est important parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Alors après, bon, il y a tous les participants qui veulent bien venir nous aider, et ça c'est sympa aussi. Il y a des bénévoles, il y a des tas de gens qui viennent, qui sont intéressés par le concept, et voilà, tout se passe bien. Et s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées dans la salle, ils sont les bienvenus. Je voulais juste rajouter une précision sur l'aspect foncier. Donc aujourd'hui, généralement, un foncier, ou bien vous en êtes propriétaire, ou alors c'est un fermage. Si vous en êtes propriétaire et que vous le travaillez très bien, si vous ne pouvez pas en être propriétaire, vous prenez un fermage, donc un contrat de location, en fait, pour pouvoir travailler la terre. Dans le cas d'un commun, ça se passe un peu différemment. Il n'y a pas de notion de propriété, c'est une notion d'usage, ce qu'on appelle la propriété d'usage. Et ce concept est extrêmement important, et on va sortir vraiment de l'aspect de vouloir amasser de la terre et d'être propriétaire de son terrain. Donc dans le cas de la Joual, c'est une mise à disposition en prêt à usage qu'on appelle un commodat. Et la particularité de ce prêt à usage, c'est qu'il est sans contrepartie. C'est-à-dire que lorsque Arnaud nous laisse 5000 m², il n'en a absolument aucune contrepartie. Dans le cas d'un commun,
voilà, on ne peut pas dire ce terrain va appartenir à telle ou telle personne du commun. Il appartient forcément à l'ensemble des personnes, à l'ensemble des acteurs qui font partie du commun, qu'on appelle la communauté. Et on en a donc l'usage, donc à la fois elle va pouvoir profiter de ce qu'elle va produire, mais elle en a aussi la responsabilité de l'entretenir et de la faire vivre sans en exploiter toute la ressource, puisque le but c'est que le commun puisse se passer de génération en génération. Et c'est une notion sur la propriété qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans, on va dire, dans le modèle capitaliste actuel. Donc, maraîchage sur sol vivant, en quoi il pourrait s'approcher de la philosophie des communs, c'est qu'en effet, c'est aussi un système ouvert. Donc, au-delà des adhérents de l'association, il est ouvert à toutes les personnes qui s'intéressent, en tout cas, à cette question-là. Et ça, il est ouvert à plus que la communauté. Donc, et la communauté, aujourd'hui, comme nous, on sait pas, on est d'abord un système associatif. On pourrait l'avoir sous deux aspects. Soit c'est l'aspect des adhérents, c'est-à-dire les personnes qui sont, par leur acte d'adhésion, membres de l'association, soit beaucoup plus largement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Comme on ne vérifie pas qui est ou non adhérent, mais que par contre, il y a énormément de paysans-chercheurs qui échangent des connaissances et des savoirs. Je pense que la communauté, elle se définit plus largement sur ces personnes qui sont acteurs, on va dire, de maraîchage sur le sol vivant. La ressource, ce serait la connaissance, mais les ressources, ce seraient aussi tous les outils qui ont été créés pour partager cette connaissance. Et la gestion collective, elle se fait à plusieurs niveaux, donc elle est collective puisqu'elle se fait dans les réseaux locaux de façon plus proche, au niveau national avec aussi un CA, mais collective aussi, puisque tous les outils de communication sont gérés de façon ouverte, c'est-à-dire ceux qui ont envie d'y participer peuvent aujourd'hui gérer dans le principe que justement cette connaissance et ces outils, comme le disait Christophe, ne soient pas la propriété d'un ou d'un groupe, mais restent vraiment l'usage, qu'ils permettent l'usage à tous. Les règles, elles sont définies pas tellement, on va dire, en tout cas pas aussi fortement que les communs. Une des règles, c'est qu'on est tous dans l'idée qu'il faut respecter le vivant, donc a priori on serait dans des logiques biologiques, sans parler de label. Et les règles, pour moi, c'est surtout qu'il n'y a pas une parole qui prévaut sur une autre, et ça par contre, même si on ne l'a jamais écrit implicitement, c'est ce qui se passe et c'est ce qui est important. C'est que dans l'idée où, comme je l'énonçais tout à l'heure sur la présentation de maraîchage sol vivant, il n'y a pas de dogme. Et ce qui est important, c'est la richesse des approches, des points de vue, des expérimentations et des sensibilités. Sur la gouvernance, aujourd'hui, on a fait, depuis 1 an et demi, on fait une expérience en holacratie, où l'idée c'est que chaque idée ou projet qui a envie d'émerger puisse émerger, qu'il puisse être débattu, s'il y a des obstacles, qu'on puisse aussi en discuter et jusqu'à trouver à minima un certain consensus, qu'en tout cas s'il y avait des obstacles très importants qui puissent nuire à l'association ou au réseau, ils puissent être discutés et qu'ils ne mettent pas en danger l'association ou voilà, le fonctionnement qui a été défini, c'est-à-dire de se respecter les uns les autres, quoi. Donc préserver et pérenniser la ressource, donc comme je vous disais, c'est plutôt dans l'idée que ça reste ouvert et qu'il n'y ait pas une idée ou quelque chose qui prévale sur autre chose. Et qu'en tout cas, je pense que ce qui est important dans le réseau, c'est c'est un processus de réflexion et de recherche qui est vivant, donc qui est mouvant. Et le préserver, c'est que ça reste organique. Je pense que c'est un des aspects. Et on est aussi sur cette idée d'usage, donc que j'avais écrit ici. Donc c'est qu'on n'est plus dans une propriété dans le sens s'approprier quelque chose, mais vraiment dans une propriété d'usage, c'est-à-dire pouvoir utiliser librement le commun, la ressource.
Et donc, je pense que ça avait été évoqué lors de la première conférence que vous avez, enfin le premier café agitateur, c'est que les communs, c'est une troisième voie. Il y a la propriété publique, la propriété privée et les communs qui est une troisième voie. Et un tout petit mot sur les communs de la connaissance, parce que c'est ce qui finalement nous relie dans le réseau maraîchage sur sol vivant. J'ai trouvé cette définition de Lionel Pujol qui, je pense, représente vraiment ce que nous sommes. Ah oui, pardon. Nous parlons de commun de la connaissance dès lors qu'il y a une activité collective pour créer, maintenir et offrir des savoirs en partage. Et je pense que vraiment, l'activité aujourd'hui, les activités du réseau rentrent complètement dans cette définition-là, quoi. Un petit mot sur les communs de la connaissance, où, en tout cas, pourquoi peut-être ça existe ou pourquoi ça prend une forme de plus en plus forte aujourd'hui, c'est que y a de plus en plus de connaissances qui aujourd'hui sont sous brevet. Et l'idée justement dans MSV, c'est que tout reste libre, puisque ça participe à l'amélioration des conditions de tous. Et c'est ça qui est important. Il y a une idée vraiment d'ouverture. Il y a aussi le fait que ça participe à l'émancipation de tous par la connaissance partagée. Et quand on parle de connaissance ou d'information, ce qui est important, c'est que la connaissance, c'est pas seulement l'information, c'est aussi l'information et son mode d'emploi. Ça veut dire que ça permet vraiment le pouvoir d'agir. Si on donne simplement une information, mais on n'est pas capable de la comprendre et de pouvoir s'en servir, finalement, on phagocyte l'information ou la connaissance. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner tout l'ensemble pour que chacun puisse s'en saisir, l'utiliser, s'approprier et rendre autre chose et finalement enrichir le pot commun de l'association, mais je pense bien plus encore, quoi. Et dans l'idée, c'est aussi quelque chose qui vient non pas comme des communautés rétributives, donc sur les récompenses des meilleurs, mais vraiment dans l'idée d'inclure tout le monde et de pouvoir partager et agir dans la durée. Et je pense que ça, c'est important. Juste, nous, on travaille sur le vivant, et en fait, ce qu'on remarque, c'est que la pensée, elle est vivante et elle a quelque chose de végétatif. Et elle croît. De la même manière qu'on croit une plante, et suivant le terreau où la plante s'installe, la croissance qu'elle produit est différente. Et là, l'idée, c'est de donner libre cours à la croissance de cette pensée par l'échange entre nous tous et le partage de l'expérience de chacun. Comme tous, en fait, on a intérêt à ce que notre outil fonctionne, puisqu'on est tous maraîchers, quoi, ou producteurs. Ben, du coup, on a tout intérêt à donner le maximum d'informations à l'autre pour que la connaissance croisse, pour qu'on puisse faire croître notre propre système. Donc on n'a aucun intérêt à privatiser la connaissance, puisqu'on n'en fait pas un outil d'accaparation pour écrire des livres ou donner des formations ou autres. On récupère cette connaissance pour pouvoir mettre en œuvre nos jardins. Et du coup, on n'a aucun intérêt à privatiser, on a tout intérêt à le mettre en commun, parce que de ce fait, en fait, la pensée va pouvoir croître dans la tête de l'autre et revenir dans la sienne. Et ensemble, on va pouvoir développer le jardin de l'autre et le sien, quoi. Et c'est parce que le jardin de l'autre se développe, et se développe d'une manière intelligente et conceptualisée, que le sien peut se développer aussi, quoi. C'est ça qui est de super intéressant dans cette expérience, c'est qu'en fait, on n'a aucun intérêt à se mettre sous une forme privée, en fait. On a tout intérêt à tout mettre en commun, quoi. Justement parce qu'on est jardinier, quoi. Dans ce sens-là, il y avait un chercheur qui disait que quand je partage de la connaissance, je ne m'en défais pas, je m'enrichis, puisque plus on va partager et plus on va recevoir, puisque ça va permettre de faire germer des idées, et ça va permettre aussi, en parlant, de pouvoir soi-même évoluer, et que la connaissance croît en étant partagée, et ça c'est quelque chose vraiment qui aujourd'hui se vit. Voilà. En ce qui concerne Pétaniel, la ressource est simple, hein, c'est la semence. Mais il faut comprendre la semence, comme disent les institutions, la ressource phytogénétique, c'est un mot horrible,
qu'il y a aussi des ressources humaines, il y a des ressources phytogénétiques, mais c'est simplement la promesse d'une culture qui va venir. Hein. C'est pas la graine en tant que matière, c'est vraiment patrimoine génétique, c'est pas mieux, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc nous, on est là-dessus. On a un mode d'organisation, alors sur le plan purement statutaire, on est une association classique avec un conseil d'administration qui s'appelle l'équipe de coordination, mais ça, par contre, ce qu'on a défini, c'est les modes d'accès à la ressource. Hein. C'est quelque chose de très important. Et on l'a défini de deux façons différentes, parce que selon qu'il s'agit des paysans ou des jardiniers, c'est pas du tout la même chose. Et on a défini également des moments privilégiés où les gens se rencontrent. Alors, pour les jardiniers, c'est la visite de la collection qui est ouverte à tout le monde, et le battage, sachant qu'il y a des paysans qui viennent aussi. Et pour les paysans, il y a deux moments qui sont très importants. Il y a vers le mois de juin ce qu'ils appellent la rencontre bout de champ, c'est-à-dire que les paysans se retrouvent et discutent sur le champ de ce qu'ils voient, ce qui marche pas, etc. Et deuxième point très très important, ça se passe en octobre, ou à peu près mi-octobre, c'est la journée à l'eau grain. Alors ça, peut-être ça vous cause un peu, là, à l'eau grain, c'était comme la grande époque, c'était à la Saint-Martin, si je me souviens bien, où les gens venaient avec leurs grains, on échangeait les grains. Hein. Et ça, c'est là où on met en pratique le droit d'usage de ces semences-là, c'est-à-dire on donne une certaine quantité, il faut restituer la même quantité, en donner à peu près autant encore à un autre, etc. Il y a toutes des règles qu'on a dictées, et les paysans, en plus, ils signent carrément la convention. Bon, les jardiniers, on se contente d'un engagement moral, parce qu'on leur donne effectivement la ressource, mais ils sont censés nous redistribuer une gerbe. Hein, voilà. Mais ça se passe plutôt bien, sauf quand il y a les oiseaux qui les ont bouffés ou des trucs comme ça, bien entendu. Enfin, alors maintenant, comme tu as parlé d'usage et de privatisation de la connaissance, juste un mot là-dessus. Il y a quelque chose d'assez inquiétant actuellement, parce qu'effectivement, nous, on est tous sur des droits d'usage. Hein, on n'est pas sur des droits de propriété privée, ou même de propriété publique, c'est encore autre chose, mais on est sur des droits d'usage, et le problème, c'est que le droit d'usage, il faut qu'il soit respecté. Et il n'est pas forcément respecté. Nous, on définit les droits d'usage dans nos communautés, mais si des grandes firmes qui vont venir nous dire, parce qu'ils ont breveté, que cette semence, ça leur appartient, plus directement, qu'on n'a pas le droit d'utiliser, parce que le brevet, c'est ça, c'est pas un droit de propriété, c'est un droit d'interdiction, eh bien, on risque d'être très, très embêté. Alors moi, je n'ai pas trop le temps, je n'ai pas de développer ça. La biopiraterie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment très inquiétant. Ça a beaucoup fonctionné, notamment au niveau de la pharmacie, des cosmétiques et tout ça, et maintenant c'est carrément sur les plantes. Et depuis l'année 98, où il y a la directive européenne sur les inventions biotechnologiques, là maintenant il y a tout un arsenal pour qu'on puisse effectivement mettre des brevets sur des plantes que les paysans ont développées eux-mêmes. Hein, c'est même plus des transgéniques. Hein, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même... Bon, je pense que c'est assez technique. Si un jour vous voulez qu'on parle de brevets, je pense qu'il faut consacrer une soirée à ça parce que c'est compliqué, mais c'est un véritable problème. Nous avons besoin des droits d'usage et savoir comment les faire respecter. Et là, je pense qu'il y a un véritable danger. Il faut qu'on arrive à faire comprendre que nous avons des droits d'usage qui sont inaliénables, des droits d'usage qui sont supérieurs à tous les droits de propriété intellectuelle. Voilà. Et ce n'est pas une petite affaire. Mais je pense que maintenant, avec le nombre de communautés qui existent, le nombre d'associations et tout, je pense qu'on est beaucoup plus fort qu'à une époque. Et s'il y a vraiment des paysans qui sont inquiétés, alors qu'ils cultivent des blés depuis, mais il y a un petit bout de gène qui a été breveté quelque part, et paf, ils n'ont plus le droit de l'utiliser. Ça, je pense que quand ça se produira, parce que ça se produira un jour, je pense qu'il faudra, alors, j'appelle au combat, hein, il faudra vraiment se bagarrer. Dans chacune de vos expériences, de vos projets, de vos réseaux, il y a le collectif qui intervient, le réseau se structure, le groupe tente de se structurer. Et au quotidien, finalement, le collectif, comment il s'organise? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou comment se fait le quotidien? Donc pour la joie, là, comment il s'organise le quotidien, il s'organise plutôt bien. Comme l'a dit Michel, un coup de rouge et toutes les idées fusent. Et, non, c'est mensuel uniquement.
en fait, on s'aperçoit déjà que de par nos profils respectifs, on est tous assez différents, on vient tous de milieux... c'est vrai que vu d'ici, on a peut-être tous l'aspect de paysan, mais en fait, on a chacun notre vie. Et finalement, c'est assez enrichissant. C'est assez complémentaire. Il y a un aspect aussi très important, c'est que il n'y a pas le technicien qui donne la bonne parole. Chacun a son petit domaine de prédilection et chacun se frotte à l'autre et puis on apprend comme ça, quoi. On chemine. On prend les décisions au consensus. Donc ça offre l'occasion de quelques débats, mais finalement, ça finit toujours plutôt bien. Et puis, sur l'organisation des travaux, c'est peut-être une difficulté qu'on n'a pas réussi toujours... Enfin, si, hein, finalement, on a toujours réussi à la surmonter, mais c'est toujours un petit danger potentiel, c'est combien on sera. Est-ce qu'on arrivera à tout faire? Voilà, c'est toujours un peu fluctuant. Heureusement que l'association 3PA est là pour nous fournir les dizaines de bras, de paires de bras. L'école de Poucharamé nous a fourni aussi des petits bras, mais il y en avait beaucoup, donc ça nous a aidés. Et mine de rien, des enfants qui ramassent des pommes de terre... ça fait du rendement et ça crée aussi beaucoup de bonne humeur. Mais vraiment, je le dis sans arrière-pensée, c'était vraiment très très chouette de les avoir à la joie. Et d'ailleurs, on recommence l'an prochain. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça, c'est qu'en plus, les pommes de terre récoltées, ils en ont mangé une partie. Gratuitement en plus. Voilà, donc ça c'était la partie œuvre charitable. Non, mais voilà, plus sérieusement, il y a toujours cette difficulté organisationnelle. Combien on sera par exemple, la dernière culture mise en route, c'était les pois cette semaine. On n'était pas assez nombreux. Finalement, ça a été reporté d'une demi-journée. C'est toujours un peu difficile d'être très cadré là-dessus. Et voilà. Bertrand, tu veux ajouter quelque chose? Si, je vois aussi une autre difficulté, je ne sais pas, mais ambiguïté en tout cas, les acteurs étant très différents, une association, un futur paysan boulanger, des bénévoles et puis des maraîchers qui doivent en vivre, la répartition des gains, l'association n'a pas besoin assez de subventions pour survivre. Les maraîchers en ont un peu moins et donc c'est vrai qu'on a un enjeu financier qui n'est pas énorme mais qui est important quand même. Et comment arriver à faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. Peut-être que c'est en faisant abstraction de cet aspect financier et en mettant en avant l'aspect sociétal. Clairement, on est là pour se faire plaisir et pour essayer d'imaginer autre chose que ce qu'on nous présente au quotidien dans la société qu'on veut nous faire avaler. Je veux juste préciser quelque chose, c'est qu'avant j'ai fait du maraîchage et que... Pardon. Je veux juste préciser quelque chose, c'est qu'avant d'être boulanger, j'ai fait du maraîchage et que je trouve mon compte aussi dans le fait de remettre les mains dans la terre et d'aider à la récolte des pommes de terre. Donc voilà, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Et oui, il y a quelque chose que je voulais souligner, c'est qu'au début, on s'était dit, en fonction de
la disponibilité de chacun. Est-ce qu'on fait un compte temps? Est-ce qu'on compte notre temps qu'on investit juste pour savoir le nombre d'heures passées? Parce qu'on dit oui, c'est bien joli votre truc, mais la main-d'œuvre, c'est pas reproductible parce que regardez la main-d'œuvre de 3PA, quel est le temps que vous avez passé là-dessus? Et on s'est tous dit que non, en fait, on faisait en fonction de ce qu'on pouvait nous et qu'on ne comptait pas notre temps, sachant que c'est dans ce cadre-là, il y a une part expérimentale. Il y a une part, surtout, l'intérêt, c'est de voir comment on fait en sorte que ce facteur humain fonctionne. C'est-à-dire comment on s'organise, comment on met à plat les petites tensions, le fait qu'un tel n'a pas pu venir, on se dit tiens, il n'a pas pu venir, il dit que venez. Comment on fait de l'arrosage et puis un tel n'est pas passé au bon endroit, ou on ne se comprend pas sur le terrain, et donc on se dit mais il n'a rien compris, il est complètement con, je lui ai dit de faire ça. Et voilà, c'est essayer de se dire vraiment dans le fonctionnement, autant au quotidien, dans l'organisation et autant dans la pratique, comment on peut faire que ce putain de facteur humain, si j'ose dire, soit le plus faible possible. Enfin, ouais, je suis un peu fatigué, je me suis levé tôt et j'ai plus les mots. Ça c'est le boulanger, ouais. Jeff? Oui, une conclusion à la première année de la Joile qui a mis tout le monde d'accord, c'est qu'il y a eu rétribution quand même. Hein. On a fait une récolte calamiteuse de haricots. Il y avait juste ce qu'il fallait pour faire une énorme moudjetade pour 35 personnes, hein, c'est ça? Donc en gros, tous ceux qui ont participé à la Joile étaient invités, on s'en est mis plein la lampe et c'était super. Voilà. Ça a mis tout le monde d'accord. Par rapport au quotidien sur maraîchage sol vivant, moi je commencerai par cette idée de la joie, du partage et de la convivialité. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a des moments où on se retrouve, en l'occurrence Jean-François, Christophe, et puis d'autres qui sont ici en font partie. C'est aussi dans les moments où on partage un repas, on discute, au-delà même de nos champs, de nos cultures, de ce qu'on a fabriqué ou pas fabriqué en outils. C'est quand même ce temps humain de convivialité qui semble quand même vraiment important. Sinon, dans le quotidien et le fonctionnement, je pense que c'est propre à presque toutes les associations. Je pense que ça... Aujourd'hui, Maraîchage sur sol vivant tient sur du bénévolat exclusivement, avec des maraîchers qui ont quand même des saisons relativement chargées, avec malgré tout une envie de faire fonctionner ce collectif, et donc finalement un mode de fonctionnement qui est plutôt organique, dans le sens qui peut, qui veut, fait. Certains, sans doute, entre guillemets, bouchent les trous qui sont pas faits, et donc peuvent se retrouver quelquefois avec beaucoup de travail, mais finalement un travail qui est récompensé aussi par l'engouement, la curiosité, les retours de toutes les personnes qui partagent les connaissances, et surtout ces moments de rencontre avec tout le réseau. Donc je pense que ça, c'est quand même une chouette récompense. Un des enjeux peut-être qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment sans doute après 5 ans, 7 ans d'existence, c'est peut-être justement de définir un peu plus qui on est vraiment, quelle serait vraiment notre communauté, peut-être pour éviter des fois des discussions qui sont un peu sans fin, parce que chacun amène son point de vue, et c'est super parce que ça amène du débat, mais en même temps on n'arrive pas vraiment à trouver une réponse efficace, efficiente, parce que quelque part on n'a pas pris le temps de poser les choses, parce qu'au début c'était plutôt sur une idée de, comme disait Laurent, on pensait être 10 et puis finalement on s'est retrouvé 300, et puis de là ça a été un effet boule de neige. Donc aujourd'hui on est dans le temps de la structuration, et en tout cas dans le temps de se penser et de se réfléchir dans cette évolution là, pour qu'aussi sans doute le mode de fonctionnement qui se fait aujourd'hui, qui est une association nationale qui chapeaute les côtés un peu bêtes et méchants de l'administratif, des assurances, etc., et puis les groupes locaux
qui finalement, par le fait de la proximité, jouent un rôle sans doute plus fort, puisque c'est eux qui vont mener sur le terrain beaucoup plus je pense, de sens à l'association, par le fait de se voir, de réfléchir ensemble et autres. C'est aussi comment on arrive à sans doute dépasser la barrière géographique, parce que pourquoi ça marche aussi plus facilement de façon locale, c'est qu'on est proche. Et proche est tout relatif, parce que dans le groupe Sud-Ouest, par exemple, aujourd'hui on dit on est l'Occitanie, c'est juste énormissime, donc les kilomètres on en fait beaucoup. Mais voilà, donc il y a aussi beaucoup de petits groupes, il y a beaucoup d'essaimage qui se fait, plus il y a 2 personnes sur un lieu, et plus justement on peut resubdiviser les groupes. Donc et pour garder, je pense, un côté convivial, c'est super important de pouvoir se connaître, de pouvoir avoir confiance, parce que tu en as parlé au départ. Et puis pouvoir savoir qu'on avance dans le même chemin. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre ? Et puis je pense qu'un des enjeux dont qui vient, en tout cas qui est venu et qui va venir de plus en plus, c'est que clairement aujourd'hui le réseau crée un engouement fort, et donc attire aussi des gens qui voudraient ou qui feraient de l'argent avec ce qui est fait. Et c'est aujourd'hui comment on saisit de cette question-là. Le fait de mettre tout à disposition de tout le monde en commande créative, c'est-à-dire que nous, on a une licence libre, tous nos contenus sont mis à disposition sans droit d'auteur, par choix. Mais certains vont se les approprier et vont en faire de l'argent. Donc c'est jusqu'où nous, en tant que réseau, on veut ou pas statuer sur cette question-là. Et jusqu'où nos outils aussi de communication restent vraiment la propriété d'usage du groupe, et ne deviennent pas parfois, par le fait que certains s'investiraient plus que d'autres, la propriété potentielle de quelques-uns. Donc c'est quand même des questions qui sont présentes et prégnantes au sein du réseau et qu'on doit réfléchir, mais je pense que c'est des questions qui sont toujours à l'heure du jour quand on grandit, quand on grossit et quand on attire de plus en plus de monde, quoi. Et donc il ne faut pas juste les laisser venir, je pense qu'il faut un moment, il faut s'en saisir. Et dans l'idée où aujourd'hui, grâce à Agitateur, grâce à Christophe et à toutes les personnes qui sont là, on a vraiment, en tout cas nous, on a travaillé sur cette idée des communs qui était pas forcément quelque chose, comme je disais, de conscientiser au départ. Ça va permettre sûrement pour la prochaine AG qui se fera en août, pendant les rencontres nationales, de pouvoir apporter cette notion, cette philosophie, et peut-être pouvoir asseoir quelque chose de plus fort et quelque chose qui pourra vraiment permettre de pérenniser tout ce qui est créé aujourd'hui et tout ce qui sera créé demain, quoi. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que ces difficultés en soi, elles sont là, mais elles sont productrices de questionnements, et ces questionnements, s'ils sont faits pas dans l'affrontement, mais juste dans la confrontation, en fait, ça peut être source de richesse pour chacun. Et au-delà des techniques maraîchères, justement, cette construction sous forme de commun, elle amène à se questionner sur soi-même, notre relation au commun en général, quoi. Donc, certes, il y a des problématiques, comme toutes les problématiques qu'il peut y avoir entre les gens, mais c'est pas un handicap, en fait. C'est aussi un outil pour se construire et comprendre. Comme quand on est jardinier, c'est pas parce qu'il y a de l'herbe que c'est forcément le bordel. Ça nous apprend à réfléchir pourquoi l'herbe pousse. Donc dans un premier temps, on se dit fais chier, à l'herbe, je vais pas récolter. Puis dans un deuxième temps, on se dit mais qu'est-ce que l'herbe veut me dire? Qu'est-ce qu'elle exprime du sol? Pourquoi elle est là? Et en fait, c'est cette réflexion du pourquoi il y a de l'herbe qui est le véritable enrichissement, en fait, plus que la récolte elle-même. Parce que trouver une solution à l'herbe autre que de lutter contre elle, mais la transformer, la métamorphoser, en fait, c'est une métamorphose intérieure qui se passe et on voit plus loin dans son jardin, quoi. Et du coup, moi, au niveau de l'association, c'est ce que ça m'amène, moi, chez moi, en fait. Ça m'oblige à me questionner sur ma relation à l'autre, sur comment je dois communiquer, quelle place je dois prendre à l'intérieur d'un groupe, jusqu'où je laisse la place à l'autre, quand je m'exprime,
jusqu'où mon idée prime sur celle de l'autre. Toutes ces questions, elles sont là tout le temps à l'intérieur de nos relations. Et je pense qu'à chacun de nous, ça nous fait vachement progresser sur ça. Et sûrement que ça nous fait progresser dans nos relations proches, quoi, nos relations intimes et tout le reste. Donc du coup, certes, il y a des problèmes, mais ce ne sont pas des problèmes en soi, quoi, en fait. C'est juste la vie qui nous apprend à être, quoi. Oui, c'est peut-être pas au jour le jour, mais des problèmes, on en rencontre beaucoup parce que ça commence. Parce qu'il se trouve que les semences paysannes, comme la bio il y a 20 ou 30 ans, les semences paysannes, elles en vont en poupe. Et maintenant, on commence à avoir des acteurs qui sont très intéressés parce qu'ils voient un créneau. Et puis, c'est pas forcément des acteurs qui ont la même éthique que nous. Et c'est un véritable problème. Et c'est un problème alors général. Hein. Il n'est pas seulement à Pétaniel. Et on se pose des questions. On a organisé des séminaires au réseau Semences Paysannes pour cette raison-là. Il y a même eu un moment où on essaye de mettre en place une espèce un label pour dire ce sont des produits issus des semences paysannes, des choses comme ça, mais après on n'a pas les moyens de contrôle. Il y a des gens qui disent qu'ils font du pain avec des semences paysannes, ils ont 3% de semences paysannes dedans. Enfin, et si on... Donc c'est un véritable problème. Hein. Il y a eu des dérives de la bio, il y aura des dérives également avec ça. Et la façon d'y répondre, on n'a pas de façon unique, mais ce qu'on pense, c'est que notre démarche, elle est avant tout collective. Hein. On n'envisage pas tous ces échanges, ces savoir-faire, tout ça. Donc les gens qui ne veulent pas rentrer dans le collectif, ils n'arriveront pas à faire les mêmes choses que nous. Et c'est un peu notre seul moyen de défense, de croire en ça, hein, et de l'affirmer haut et fort, parce que je pense que ceux qui rentrent dans ces choses-là, par opportunité, ils le font de façon strictement individuelle. Et je pense qu'il manque vraiment un élément essentiel, cet aspect commun et collectif, quoi. Mais c'est pas un petit problème, et actuellement on est en train de réfléchir, alors là c'est dans Pétaniel, mais aussi dans le réseau d'ailleurs, dans le réseau Semences Paysannes. On a un Christophe aussi, voilà, qui fait de la balette depuis Laurent, entre autres, et il vend de la farine, de pois chiches et tout, et il veut marquer sur ses paquets quelque chose comme quoi c'est de la semence paysanne. Et bien rien que ça, c'est pas simple. Hein, on ne sait pas trop comment s'y prendre, enfin on va y arriver, hein, mais c'est... pour que ça ne soit pas détourné après par d'autres, tout ça, c'est compliqué cette chose-là. Bon, d'un autre côté, je pense qu'on fonctionne, tant qu'on fonctionne en circuit court, c'est pas vraiment un problème. Hein, parce que c'est la confiance qui règne entre les différents usagers d'un collectif, c'est pas un problème. Dès qu'on passe dans des circuits semi-longs et à forgerie longs, là, ça devient quand même très compliqué. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la campagne Carrefour là, sur les semences paysannes. Ça a foutu un bordel dans l'association, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'était... Et oui, que la grande distribution s'empare de ça, avec la complicité, on peut dire... de bonne foi, je pense, d'acteurs qu'on connaît très très bien. Enfin voilà. Mais ça, je pense que à partir du moment où une chose grandit, comme tu le disais, ou qu'elle commence à avoir un intérêt, bien sûr, il y a des acteurs pas forcément très bien intentionnés qui se pointent. Ça, de toute façon, c'est inévitable. Hein. Mais c'est un problème. Hein. Je voulais juste dire une petite chose. Alors ça, c'est pas aujourd'hui, mais ça fait partie des jours particuliers de l'année. Je vous en ai cité deux tout à l'heure. Et il y a tous ceux qu'on fait sur les foires. Hein. C'est-à-dire que nous, les jardiniers, on les contacte essentiellement sur les foires bio ou pas bio. Hein. Je vous ai dit que demain, on va désherber. Puis dimanche, avec Florent d'ailleurs, on sera à Castanet sur la foire du Printemps des Plantes. Là. Et là, on contacte, on fait de la communication, on distribue des triptyques, et puis on explique ce qu'on fait. Voilà, et ça a toujours beaucoup de succès. On a un présentoir où on voit des variétés de blé. Je ne l'ai pas apporté, je m'en excuse, mais c'est très, très spectaculaire. Et les gens sont toujours très surpris de voir la diversité des formes, des couleurs et tout ça. Voilà. Donc ça fait partie aussi de nos occupations. Et c'est intéressant, mais c'est un peu pesant aussi. Merci à tous pour ces partages. Peut-être si vous voulez rajouter quelque chose, signalez-vous. Et si des gens ont des questions pour les intervenants, une remarque, un partage d'expérience, bon, c'était complet et tout le monde est subjugué.
Oh, vous n'êtes pas ennuyé alors. Vous avez appris plein de choses. Bien. J'aurais une question. J'ai une question à Pétaniel. Je connais comme ça, mais sans plus. Les variétés de blé ou d'orge que vous faites cultiver ou que vous cultivez, est-ce qu'elles évoluent dans le temps ou... Bien sûr. Et alors, comment ça se passe alors, vous baptisez des nouvelles variétés ou... Non, c'est juste pour les... Bon, on n'a pas encore de démarche bien claire dedans, mais c'est sûr que n'importe quelle semence dans un environnement donné, elle ne réagira pas comme dans un autre environnement, si elle a cette diversité. Les variétés qu'on utilise, c'est des variétés ce qu'on appelle les variétés population, avec une large diversité génétique, et elles sont capables de s'adapter à différents terroirs. Donc elles évoluent. Et une variété donnée, elle évolue. Et quand on parle de bladette de pluie en 1, si celle-là on va la cultiver à Poucharamé, je dis ça au hasard, hein, il faudrait dire bladette de Pullerin de Poucharamé, pour être logique. Bon, on s'en fout un peu, mais la logique, c'est ça, parce que de toute façon, elle va aller dans ce sens-là. Et aussi, je tiens à dire aussi une chose qui est importante, c'est que toute la biodiversité cultivée qui nous est parvenue, c'est des générations de paysans qui l'ont produite. Hein. C'est pas Monsanto ou même Villemorin. Hein. Pendant des générations, ils ont produit une biodiversité extraordinaire parce qu'ils faisaient eux-mêmes la sélection. Hein. Il y avait la diversité des terroirs, la diversité des pratiques agricoles, et puis la diversité génétique. Ils ne parlaient pas comme ça, mais elle y était. Hein, et disons qu'il y a eu une biodiversité mais phénoménale qui a été produite par les paysans. Alors quand on parle de variétés anciennes, il faut être très méfiant sur ce qu'on dit. Variété ancienne, ça veut dire que c'est pratiquement des variétés de musée qui ne bougent pas. Alors je fais très bien, merci d'avoir posé la question, comme on dit, hein, parce que précisément ces variétés, elles continuent à bouger. Et les paysans recommencent à faire de la sélection sur ces variétés-là. Ça, c'est hyper important. Alors, on en est un peu au début. Hein. Il y a tout un protocole au niveau du réseau, avec quelqu'un qui essaye de chapeauter ça sur le plan national. Et on essaye de refaire de la sélection. Et les paysans me disent, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un blé qui tale beaucoup, par exemple, et faire... Enfin, je dis n'importe quoi. Et il y a ceux qui sont éleveurs qui voudraient bien des orges très hauts parce que la paille de l'orge elle est meilleure que celle du blé pour les litières et même pour la nourriture. Et donc voilà. Et ça c'est vraiment une démarche. Là on retrouve vraiment la démarche paysanne totale quoi. Hein. Et ce qu'il y a c'est que malheureusement il y en a pas beaucoup qui le font. Et puis c'est quand même beaucoup de travail en plus. Donc je réponds un peu à ta question. Il n'y a pas beaucoup de paysans. Oui. Il n'y a pas beaucoup de paysans. Et des paysans qui ont le temps de faire de la semence, alors il y en a encore moins. En France, il n'y a plus que 500 000 exploitations. En France, pour nourrir la France, c'est exporté plus que ce qu'elle exporte. Il y en avait 2 300 000 en 1960. Donc il y a eu un rouleau compresseur qui a détruit toute l'agriculture, qui a fini de détruire l'agriculture. C'est un projet de longue date. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'il faut produire, c'est reproduire du paysan et favoriser l'exode urbain vers la campagne. Et donc, dans Maraîchage Solivan, un peu l'idée, à la base, s'il y a aussi cette volonté de mettre en commun et de partager nos expériences, c'est aussi donner envie à des personnes de partir et de faire l'aventure, de s'installer à la campagne et de reproduire ce tissu rural dans lequel il y aurait beaucoup de paysans. Et pour le fait, là, tout le travail de la remise en route des sols, la remise en route des paysages, la recréation variétale, elle se fera toute seule. Parce que de fait, si on diminue la mécanisation et qu'on augmente le nombre de gens sur Terre, on refera des paysages une dentelle. Et dans cette dentelle, on pourra avoir des variétés qui sont locales, voire même plus que locales, qui appartiennent à un paysan, ou une famille, ou à un collectif. Dans l'esprit des gens qui essayent de favoriser la sélection, là, c'est-à-dire et le paysan, il faut qu'au bout de 10 ans, il trouve là où les 2 ou 3 variétés qui conviennent très bien à son terroir, à sa pratique. Voilà. Donc c'est un peu cette idée-là. Mais comme tu dis, il n'y a plus beaucoup de paysans, parce que la biodiversité a été créée par des millions de paysans, tout le monde était paysan. Alors, maintenant, il faut trouver des systèmes un peu différents. Alors, pour rassurer peut-être quand même, c'est que dans les pays du Sud, il y a encore 80% des semences qui sont des semences paysannes, hein, c'est-à-dire autoproduites par les paysans, hein, c'est ça que ça signifie. Mais ils sont très convoités, hein, et
On avait assisté il y a 2 ans à un séminaire qui était organisé à l'Escarpeau, là. Et là-dessus, il y avait des témoignages de pas mal de gens, et notamment, je me souviens des gens du Mexique, là, qui sont des champions de toute catégorie en maïs, hein, et leur gros souci, c'est de savoir si les jeunes vont vouloir, parce qu'ils ont une connaissance au niveau de la sélection, tout ça, qui est phénoménale. Et leur gros souci, c'est de savoir si les jeunes, ils vont pas, leurs enfants, ils vont continuer ce genre de choses. Pour le moment, il y a encore, mais... Je voulais préciser aussi un point là-dessus, c'est qu'avant d'être boulanger, j'ai fait une formation meunerie. Et donc, c'était un groupement de boulangers autour de Nantes, ils étaient une dizaine, qui s'étaient dit on se mutualise pour faire une meunerie. Et donc, ils avaient pris les services d'un gars qui leur avait dimensionné vraiment un gros truc. Et donc, ce type-là racontait que en quelques générations, en fait, on avait perdu tous les savoir-faire paysans. Et que nous, parce que dans l'assemblée de ceux qui faisaient la formation, il y avait beaucoup de paysans boulangers, et que quand on était paysan, on pouvait très facilement acheter un moulin pour pas cher et être boulanger, parce que quand on est paysan, on n'a pas besoin d'un CAP boulanger, on peut directement transformer ce qu'on produit et faire du pain. C'est un peu la faille dans le système. Et lui, il disait, mais faites attention de ne pas trop vite faire les choses, de laisser le temps quand même et d'aller mutualiser, aller voir les gens, parce que vous pouvez très bien être paysan, ok, mais vous, à l'issue de cette formation, on se rendait compte que meunier, c'était un vrai métier. Il ne suffisait pas d'avoir un moulin, il fallait brosser le grain, il fallait l'humidifier pour qu'il ait le bon taux d'humidité, pour avoir que l'assise protéique du son soit dans la mouture. Et donc on se rendait compte que oui, c'était un savoir-faire. Et là, moi qui voulais tout de suite être paysan boulanger, j'ai dit, soit d'abord boulanger, passe ton CAP, et après, laisse-toi le temps de venir. Donc il y a aussi cette notion-là on est pressé, certaines générations de notre génération, voulons tout faire à la fois. Et donc c'était vraiment son conseil de mutualiser les savoir-faire pour les retrouver plus rapidement. J'avais une question pour maraîchage sol vivant. Vous nous parlez beaucoup de recherche et je voulais savoir quelles étaient vos trouvailles dans votre façon de cultiver. Est-ce qu'il y a des choses, j'imagine que... Du coup, moi je suis passionné par l'agriculture depuis petit haut. Et du coup, le maraîchage, c'est toute ma vie. Et en fait, je découvre tout le temps. Et à peine j'ai découvert que je remets en question ce que j'ai trouvé la veille, parce qu'en fait, ça m'ouvre des portes sur autre chose et je refais différemment le lendemain. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait faire et après observer. Et pas trop réfléchir, et réfléchir en faisant. Ça, je me suis rendu compte de ça. Donc, concrètement, moi, ce que je fais sur mon terrain, c'est que je travaille plus le sol. J'ai réussi à remettre en état les sols, du coup ils se travaillent biologiquement, j'ai plus besoin de travailler mécaniquement, et c'est un vrai soulagement, parce que j'aime pas trop les machines, j'aime pas trop le tracteur, ni tout ça, quoi, donc ça me va très bien, et ça se fait beaucoup mieux que quand je le faisais mécaniquement, parce que en fait, moi je sais pas travailler le sol, et j'ai pas été conçu pour ça, quoi. Je suis un être humain, j'ai pas été conçu pour travailler le sol, moi. Je suis conçu pour rêver, pour penser, pour faire des conneries, mais pas pour travailler le sol, quoi. Et il y a des acteurs de la nature qui sont spécialisés par ça, quoi, pour ça. Ils savent faire que ça, c'est leur métier. Et du coup, il faut le laisser faire. Donc ces acteurs, c'est la plante, elle travaille le sol, c'est tous les insectes du sol, forcément, et les animaux d'élevage qui pâturent les plantes, et l'arbre. Du coup, quand on commence à mettre en place tous ces acteurs et qu'on ne devient plus que chef d'orchestre, en fait, le sol se travaille et il devient généreux. Et la fertilité arrive et elle coûte peu en intrants. Et du coup, on s'affranchit progressivement des techniques, des technologies, de la dépendance des ressources qui viennent d'autres pays. Parce qu'en fait, nous, la grande chance qu'on a quand on est agriculteur, puisqu'on est producteur dans un système industriel, on vous appelle comme ça, on est producteur comme quelqu'un qui produit une voiture ou autre chose,
Mais nous, la chance qu'on a, c'est qu'en fait, les matières premières, on les a sur place. C'est l'air, l'eau, le sol, la chaleur, et ça, c'est sur place. Et quand on met en route des systèmes cohérents, qui sont pensés, et qui laissent la place à ces artisans magnifiques qui sont les éléments de la nature, en fait, tout ça, ça se met en route. Je ne vais pas dire tout seul, mais en tous les cas, ça travaille d'une manière autonome, orchestrée par le paysan, et ça produit de plus en plus. Il y a un effet de croissance qui se fait à la fertilité. Plus on comprend la fertilité, plus la croissance vient, et moins on met d'intrants dans le système. Donc ça, je peux dire, c'est une chose que j'ai découverte au fur et à mesure que je travaille la terre. Ça ne veut pas dire que le paysan travaille moins. Il ne travaille pas la terre, juste. Mais il a quand même des gens à travailler. Mais il est à sa place, en fait. Il est chef d'orchestre, il est humain, en fait. C'est pas un animal, c'est un humain, quoi. Donc il pense, il rêve, il co-crée. Et quand on fonctionne comme ça, en fait, tous ils veulent travailler avec nous, en fait. Je veux dire, la nature, elle attend que ça de travailler avec nous. On n'est pas là pour lutter contre elle. Si on était là pour lutter contre elle, j'aurais fait une fausse couche, quoi. Je ne serais pas venu. C'est-à-dire que si ma mère, elle a pu me porter jusqu'à la fin, me nourrir, respirer et compagnie, c'est qu'il y a une vraie volonté que je sois là, quoi. Donc, il n'y a pas de raison de lutter contre elle. Quand on commence à dire ok, je suis un peu blaireau, je comprends rien, explique-moi un peu comment ça se passe, je vais essayer de comprendre avec mes sens ce qui se fait, et qu'on laisse la place au ver de terre, à la plante, à travailler, en fait, ils se mettent à travailler pour nous, mais avec beaucoup de cœur, et il y a une vraie dynamique qui se met en route. Alors c'est sûr, ça va faire rêver, il y a des maraîchers qui vont me dire que c'est pas tout à fait comme ça, mais en tous les cas, moi je le vois, le sol il s'approfondit, la fertilité vient, là il est tombé des litres et des litres d'eau, je m'en fous, quoi. Enfin, je suis même content, parce que le sol il absorbe, et quand on plante un arbre, j'ai planté, je sais pas, peut-être 1000 arbres sur ma parcelle, au moins d'arbres fruitiers, et ça fait 18 ans le premier que j'ai planté. Aujourd'hui ils vont se mettre en fleurs. Il y a une espèce de, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, c'est avec le temps, on voit quelque chose croître autour de soi, quoi. Quelque chose qui nous protège, quelque chose qui fait qu'on est indépendant au niveau économique, quelque chose qui fait qu'on se sent bien, quelque chose qui exprime ce que l'on est aussi, et quelque chose qui en fait, paradoxalement, en fait, je me crois jardinier, mais en fait c'est le lieu qui me jardine. Et ça, c'est la beauté du métier de paysan, quoi. Et du coup, moi, ce que j'aimerais dans Maraîchage au vivant, c'est faire aussi un peu d'éducation populaire pour faire comprendre à certaines personnes que, en fait, l'activité paysanne n'est pas une activité médiocre, mais une activité qui est vraiment très riche et très productrice de... Oui, mais vous dites oui, mais moi j'étais au lycée agricole et la plupart de mes copains fils d'agriculteurs, ils avaient honte d'être paysans. Ils se nommaient exploitants agricoles ou moléculteurs ou autre chose, quoi. Il y a eu un vrai sabordage de l'image du paysan, quoi. Bon, si vous voulez insulter quelqu'un, vous ne le traitez pas d'ingénieur, hein, ou de banquier. On vous traite de cutéreux, on vous traite de paysan, on vous traite de plouc. Enfin, je veux dire, la plupart des paysans, ils n'ont pas de femmes, hein. Je veux dire, à un moment donné, si vous prenez dans les 500 000 qui restent, ils vont chercher des femmes en Afrique ou ailleurs, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a plus personne qui veut se faire chier avec des vaches, qui veut se faire chier à la campagne. Enfin, je veux dire, l'image du paysan a vraiment été détruite, mais à rien, quoi. À rien, vraiment. Bon, il y a certainement une part de réalité dans le comportement du paysan, mais c'est pas vraiment vrai non plus, quoi. Et du coup, c'est cette image-là qu'on essaie de... Enfin, en tous les cas, cette image qui est en train de renaître tout doucement. Il y a une véritable exode urbaine qui est en train de se faire, et pour qu'elle puisse s'organiser et qu'elle puisse prendre du sens, et puis surtout que ça puisse se réaliser sur le terrain, on a besoin de connaissances, et c'est là qu'interviennent des outils comme Maraîchage au vivant, mais c'est pas le seul, quoi. C'est donner et faire fleurir la connaissance pour qu'après, elle embaume la pensée de celui qui la goûte, pour que progressivement, lui-même, il s'élève à produire de la connaissance et aider l'autre à s'installer, et ainsi de suite. Parce qu'il faut, enfin, à mon sens, il faut vraiment inverser ce mouvement. Il peut être dramatique, hein, d'amener tout le monde à la ville comme ça, et de nous parquer à l'intérieur des technologies, dans les courants ultra-technologiques et ultra-autoritaristes qui se mettent en place. Si on continue à faire ce mouvement de quitter la campagne pour aller vers les villes s'agglutiner,
nos enfants, un jour, ils seront tellement déconnectés de la nature que ça ne leur viendra même pas l'idée d'aller semer une graine. Ils mangeront ce qu'on leur donne, si ce n'est pas déjà le cas dans plein d'endroits, quoi. Donc refaire rêver sur le métier de paysan, je trouve que c'est hyper important, quoi. De façon plus pragmatique, dans ce qu'on cherche et peut-être ce qu'on trouve, et qui va un peu à la suite de ce que dit Laurent, c'est à trouver en tout cas des solutions, sans doute pour aller vers un non-travail de sol, une mécanisation plus légère, ou en tout cas si on souhaite ne pas mécaniser, pouvoir ne pas mécaniser, et surtout dans cette idée de recherche et de trouvailles, il y a l'idée aussi d'être toujours en adéquation avec nos besoins, de pouvoir par exemple créer les outils ensemble qui nous permettent aujourd'hui de faire les pratiques qu'on souhaite, de pouvoir greffer des arbres parce qu'on a bien conscience que ça fait partie de la fertilité du paysage, de pouvoir se mettre à beaucoup pour partager des connaissances, des savoirs, partager le fait de greffer, de pouvoir repartir avec une centaine d'arbres, les planter, en prendre soin, et continuer justement à créer des vergers conservatoires pour sans doute aussi continuer à partager des variétés, continuer à sélectionner des choses, donc garder ce rôle de paysan. C'est aussi du coup permettre à des jeunes ou des moins jeunes, mais en tout cas des personnes issues du monde urbain, de pouvoir se repenser dans un monde rural, mais se repenser de façon différente. Aujourd'hui, on croit profondément à la paysannerie, mais sans doute dans une paysannerie qui serait à l'ère de notre temps, c'est-à-dire avec des gens qui sont souvent en reconversion, donc ont eu un autre métier, qui ont aussi une certaine envie par rapport à une certaine qualité de vie et qui n'ont pas envie de se retrouver, comme dit Laurent, seul sur son champ, perdu dans la campagne, sans voisins. Et enfin voilà, toute cette idée justement de l'agriculture qui ne donne pas envie d'être transmise, ou en tout cas d'être prise. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience de beaucoup de personnes par rapport à ça, et une envie de pouvoir le faire. Après, entre avoir envie et pouvoir le faire, justement, il y a un pont. Il y a aussi la question du foncier. Ça touche énormément de choses, et c'est là où les citoyens doivent être acteurs, parce que finalement, ça touche tout le monde et tout à chacun. Mais je pense qu'en tout cas, dans les réussites pour l'instant du réseau, c'est donner l'espoir, mais surtout donner une boîte à outils qui s'enrichit sans cesse pour pouvoir s'installer, pour pouvoir créer un lieu qui ressemble à chacun. Quand je dis qui nous, c'est propre à chacun. Pouvoir créer des lieux qui se partagent aussi, et pouvoir se repenser sans doute, même dans une idée d'entraide, de collectif, de rentrer dans cette dynamique qui aujourd'hui apporte plus de solidarité, plus de fraternité, plus de partage, et qui rend cette agriculture qui pourrait être vue comme étant un monde difficile, un monde porteur de rêves et d'espoir. Et je pense que c'est ce que pour l'instant on a comme résultat, en tout cas qui est plutôt qualitatif que quantitatif. Et après, sur des pratiques, là il y a beaucoup de maraîchers de France qui voyagent les uns vers les autres pour aller voir qui fait quoi. C'est toujours inspirant de voir des systèmes qui s'inventent, et je pense que des maraîchers, quand je dis conventionnels, c'est pas pour dire par rapport à bio ou pas bio, mais plutôt conventionnels par rapport à des systèmes qu'on a l'habitude de voir dans le maraîchage, sont aujourd'hui très curieux de ce qu'on fait, alors qu'avant, je pense qu'on était vraiment des petits qui essayions de chercher, de rêver, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie remise en question des pratiques, et dans cette idée de chercher, de trouver ensemble, de partager. Il y a une phrase des compagnons du devoir qu'on a trouvée et vue hier, qui était assez intéressante, qui dit que toute parole reçue qui n'est pas redonnée est une parole volée. Je pense que c'est un peu ça, c'est que quelque part, aujourd'hui, on rentre dans une dynamique collective, et c'est ça aussi qui est mis en œuvre dans l'association, mais pas que dans la nôtre, dans plein d'associations, comme disait pour l'association Pétaniel. Je pense qu'il y a aujourd'hui un grand élan par rapport à ça, et puis un élan au-delà du monde paysan. C'est un élan aussi avec la société civile, et c'est important qu'on s'en saisisse, parce qu'il y a quand même des enjeux politiques, sociétaux qui sont à nos portes, ou qui sont déjà ici, et qu'il ne faut pas, sans doute, ce que disait Laurent, peut-être de façon positive, de dire c'est pas un problème. Quelque part, c'est pas un problème, parce que ça nous pousse à nous
questionner, ça nous pousse à avancer, ça nous pousse à évoluer, mais c'est quand même aujourd'hui quelque part des rapports de force importants et on ne peut pas juste dire c'est pas un problème. Je pense qu'il faut juste le voir aussi comme un rapport de force dans lequel si nous on veut continuer d'exister en tant que paysans, puisqu'il disait aussi il y a de moins en moins de paysans, c'est de plus en plus compliqué de trouver de la terre, donc ça veut dire que quand bien même il y a une envie de certains de s'installer, aujourd'hui s'installer c'est quand même difficile, donc c'est une réalité et que voilà, c'est si on a un peu de terre, un peu d'outils, de connaissances et sans doute aussi le fait de ne pas être acculé sous des crédits pour pouvoir vivre de sa production et de pouvoir penser son système pas comme un système qui doit produire pour rembourser, mais aussi produire pour que nous-mêmes, on puisse justement grandir, s'épanouir, etc. C'est aussi une démarche qui est, je pense, voilà, humaine et épanouissante pour tout le monde, quoi. Ma question elle va être un peu anachronique parce que je vais revenir à ce qui s'était dit avant. Je voulais juste dire que je comprenais ce que vous disiez au niveau des variétés, le fait qu'elles évoluent avec l'usage des personnes qui les cultivent dans un milieu particulier. Et donc ça vaut pour l'usage particulier des gens qui produisent des choses avec ces graines-là. Mais au niveau des catalogues, comment on fait pour savoir la graine quand elle est toujours dans sa variété? Il y a un catalogue qui caractérise une variété et que vous faites en sorte de conserver, ou on laisse que ça soit dans le nord, dans le sud de la France, je ne sais pas, la variété de carottes de Nantes, de je ne sais pas quoi, quand elle va être cultivée par-ci, par-là, elle va évoluer avec le temps. Comment on fait pour revenir à savoir qu'elle s'appelle toujours comme ça et qu'elle a telle ou telle caractéristique? Ce qui est réglementé, c'est la commercialisation des semences. Non, mais pas au niveau du catalogue officiel, au niveau des espèces. Je n'entends pas la question. Vous, comment vous faites pour savoir que les espèces que vous mettez... Il n'y en a aucune qui sont inscrites au catalogue. Ce sont des variétés qui ont de la diversité par définition. Hein. Et pour qu'elles soient inscrites au catalogue, il faut qu'elles soient distinctes, homogènes et stables, et donc elles ne rentrent pas dedans. Il y a eu quelques essais de fait, mais c'est pas... pour le moment, on n'est pas concerné par le catalogue, on ne vend pas les semences. Non, mais moi je parle des catalogues des paysans semenciers, pas du catalogue officiel. Ah, pardon. Je croyais que vous parliez du catalogue officiel. Je crois que ça se fait à l'intérieur des réseaux, ça, essentiellement. Je crois que c'est... Je ne sais pas s'il y a une autre réponse que celle-là, pour le moment, du moins. Et si vous voulez, en plus, par rapport à... Il y a eu des essais, un petit système qui s'appelle le spécilège, par exemple, qui décrivait des variétés, tout ça. Et maintenant, disons, ceux qui sont dans la mouvance journée, et pas seulement en France, hein, un peu partout, ils sont extrêmement réticents parce que maintenant, on peut très bien breveter ce genre de choses. On met à disposition, il y a des brevets par derrière. Donc, pour le moment, ça se fait vraiment par réseau. Ce qu'on croyait possible en décrivant une variété, hein, en disant bah, cette variété, si on la décrit, on ne va pas nous la prendre. Mais maintenant, ça ne marche plus, ça. Parce qu'avec les brevets sur les petites informations génétiques, ça ne marche plus. Donc, actuellement, il y a un grand mouvement des instances paysannes, comme Via Campesina et tout ça, là, qui commencent à se retirer des traités internationaux, tout ça, parce que on met à disposition plein de choses, et si c'est pour se le faire interdire après, c'est quand même un peu dur. Hein. Donc, c'est vraiment les sessions des échanges sur réseau. Hein. Il n'y a pas de catalogue, ou si c'est des catalogues, c'est à l'intérieur d'un collectif et relativement fermé, quoi. Quelqu'un veut... Bien. Quelqu'un veut dire où ça? Ah, très bien. Bonjour. Bon, c'est pas vraiment une question, mais alors c'était juste pour saluer cette discussion parce que moi je viens d'un milieu un peu différent, plutôt le milieu culturel qu'agri-culturel.
Mais dans ce milieu-là, je fais la même chose que vous. C'est-à-dire, je fais des communs. Je viens des friches, des lieux intermédiaires, des friches culturelles, hein, pas les friches, pas les terrains en friche. Enfin, ça a beaucoup à voir quand même dans le fond parce qu'on a quelque chose dans le rapport à l'espace qui est celui du jardinier. C'est évident. Et dans tout ce que vous avez, dans tout ce que vous venez d'évoquer ce soir, j'ai reconnu toutes nos problématiques au quotidien, qui sont d'ailleurs celles des communs en général, parce que finalement, on les retrouve aussi dans les communautés numériques autour de Wikipédia, c'est finalement toujours les mêmes. Hein. Cette question de la ressource, cette question de l'auto-organisation, de la façon dont cette auto-organisation, elle permet à partir d'usage et pas à partir d'un droit de propriété de construire bon, tout ça. Mais au-delà de ça, cette question du dépassement de l'opposition entre nature et culture, voilà, c'est ça que je voulais pointer du doigt. C'est qu'il y a quelque chose de formidable que je ressens là, c'est que on est en train de faire un dépassement de cette espèce de vieille opposition qu'on a ancrée dans nos têtes à nous, qui pour le coup est héritée culturellement, quoi, de l'opposition entre nature et culture. Et on voit bien qu'en fait, ce grand partage-là, il est beaucoup moins pur dans la pratique qu'il n'a l'air. C'est-à-dire que, dans le fond, nous comme vous, on est préoccupés par des problèmes qui sont liés à des enjeux qui sont des enjeux techniques et en même temps qui sont des enjeux qui relèvent du vivant. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer d'un modèle productif à un modèle qui suit des logiques d'engendrement et dans lequel du coup la croissance, ça produit de la diversité, de la multiplication, du multiple et pas du standard et de l'homogénéisation. Et de ce point de vue-là, on a exactement les mêmes enjeux dans le monde culturel que dans le monde agricole. Aujourd'hui, vous voyez bien à quel point de quoi je veux parler. Les grandes industries culturelles et les grandes industries agricoles font exactement la même chose. Le brevet et le label, c'est exactement la même chose. L'appropriation massive et le rôle complice de l'État là-dedans, c'est la même chose. On est exactement au même endroit. Voilà, je voulais juste témoigner de ça. Et saluer le boulot et continuer. Merci. Bien, merci à chacun d'être venu ce soir, d'avoir préparé l'intervention, d'avoir fait le déplacement et d'avoir partagé vos belles expériences avec nous. Merci à vous, curieux, d'être venus. Merci à la Maison de la Terre de nous accueillir chaque mois. D'ailleurs, cette soirée vous était proposée par l'association 3PA dans le cadre du festival Agitateur et qui a lieu le 1er juillet. Donc dites-le autour de vous. Les inscriptions pour le marché sont toujours ouvertes. Et le prochain café sera le 6 avril. On parlera d'échanges autrement, monnaie complémentaire, système d'échanges locaux et mutualisation de matériel. Voilà, vous êtes les bienvenus et à très bientôt.